Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à Energaia 2018. Je suis très heureux de vous accueillir pour lancer cette édition 2018 dont le programme est particulièrement riche et exceptionnel cette année. Et pour cela, je voulais remercier tous ceux qui ont permis de l'élaborer, c'est-à-dire les équipes d'Energaia, la région Occitanie et ses équipes, et ses agences, pardon, le cluster Sémater, Envirobat Occitanie, le pôle Derby, le pôle de compétitivité Derby, pardon, et l'ADEME, et enfin les organisations professionnelles, et puis les exposants, les entreprises qui sont ici présentes et qui contribuent largement à la qualité de cette conférence. Donc vous pouvez les applaudir et vous pouvez vous applaudir également. Je salue aussi les spectateurs qui nous regardent en streaming sur Internet, et puis aussi ma maman si elle est dans la masse. Et puis pour ouvrir cette conférence, nous avons l'honneur d'accueillir deux personnalités qui vont tout de suite monter faire leur discours. D'abord monsieur Arnaud Leroy, président de l'ADEME, et ensuite Agnès Langevin, vice-présidente de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée, en charge de la transition écologique et énergétique. Vous pouvez aller au pupitre ou vous asseoir comme vous le souhaitez. Merci, bonjour à toutes et tous. Madame la vice-présidente, chère Agnès, merci pour l'invitation à ouvrir ce salon, ces rencontres. Moi, je suis ravi d'être à Montpellier ce matin pour une raison toute simple. C'est un postulat de départ, je pense. C'est que notre affaire, la transition écologique, que je ne résous pas la question énergétique, elle passera par les territoires ou elle ne se fera pas. Je pense que ce n'est pas là un petit mot politique simplement pour faire plaisir à la vice-présidente de la région et aux élus régionaux que je salue également. Mais c'est un constat, une réalité que je partage et que je souhaite faire partager, même au plus haut niveau de l'État. Je pense qu'il faut que l'on ait ce partenariat qui se noue, qui soit vivant. Et je vais vous expliquer par quelques exemples concrets comment nous, à l'ADEME, on compte faire et comment on fait déjà vivre ce partenariat entre une région à énergie positive, si j'en crois le slogan de ces journées, et aussi par le projet qu'on porte en commun, à savoir le scénario d'une région REPOS. Donc vous savez, on travaille beaucoup, on a travaillé à l'échelle nationale pour développer justement des scénarios pour que notre pays puisse être beaucoup plus innovant en matière énergétique, un peu plus autosuffisant également, et qui sache valoriser ses ressources. Donc on a le soleil, le vent, on a aussi la biomasse, que ce soit agricole ou forestière, sans parler d'une ressource qui est un petit peu moins visible, mais qui s'appelle les économies d'énergie et sur lesquelles, je pense, nous devons tous travailler. Donc voilà, un projet en partenariat en commun qui fonctionne bien et que je cite souvent un exemple dans mes tournées dans les autres régions, parce que d'autres régions sont un peu moins avancées justement pour expliquer qu'on a réussi à faire des choses intéressantes, intelligentes et qui vont porter leurs fruits en Occitanie. Alors c'est toujours intéressant, c'est que vous savez, dans les régions, il y a une petite compétition également. Donc comme c'est fait en Occitanie, il faut parfois prendre la même méthodologie, mais changer de nom. Donc nous, on n'a pas de problème de copyright, on est d'accord pour changer de nom à partir du moment où on avance dans le bon sens. Et je crois qu'ici, on a réussi à travailler, en tout cas en bonne intelligence, entre la région et les services de l'ADEME, que je salue aussi j'ai mon directeur régional, Michel, que certains connaissent, et Frédéric, le délégué ici sur Montpellier, pour qu'on puisse vraiment aller travailler à la maille des territoires au plus fin, parfois dans les départements également, pour qu'on puisse avancer sur un sujet qui fait l'actualité. L'actualité, bon, vous la connaissez comme moi, l'actualité des Gilets jaunes, c'est aussi une donnée écologique. C'est parti de là, il ne faut pas l'oublier, une hausse des carburants pour alimenter taxation carbone. On voit très bien qu'il faut peut-être qu'on revoie le modèle, en tout cas sur cette question de la fiscalité écologique, pour qu'elle puisse profiter notamment au territoire. Donc on revient toujours au territoire. Les gens qui sont en capacité d'entraîner, aussi bien les populations que les secteurs économiques et les élus, c'est les élus territoriaux et le conseil régional en particulier. Pas simplement parce qu'ils sont meilleurs que d'autres, simplement parce que la loi leur confie aujourd'hui le chef de fila sur la politique énergétique et climatique. Et moi, je suis de ceux qui pensent que l'État
s'il doit garder un élément d'articulation, parfois d'arbitrage, de pilotage ou d'accélérateur, en tout cas d'animateur de ces sujets-là, doit aussi accepter de passer la main comme prévoit la loi. Et moi, je mettrai toute l'énergie de l'ADEME, tout aussi ma volonté pour qu'on puisse aboutir sur des partenariats innovants. C'est le cas, notamment dans tout ce qui est rénovation énergétique des bâtiments. Vous savez qu'il y a un service public de l'énergie et de l'efficacité énergétique dans l'habitat qui est prévu par la loi de 2015. Et comme souvent dans notre pays, malheureusement, c'est prévu par la loi et personne vraiment s'occupe de l'articulation, de la mise en œuvre. Et là, on s'est vu avec Agnès, sous sa casquette de responsable de ces sujets-là aussi à l'ARF, pour qu'on puisse essayer d'avancer. Traditionnellement, l'ADEME finançait des plateformes que certains d'entre vous connaissent, sauf qu'on voit très bien que malgré une certaine générosité annoncée par le président hier, on a quand même quelques difficultés en termes budgétaires. Et qu'il faut aussi prendre ça en considération, qu'on soit nous-mêmes, je pense, responsables par rapport à l'articulation, à l'efficacité des dispositifs qu'on a pu mettre en place. Donc moi, je suis nouvel arrivant à la tête de l'ADEME, ça fait simplement 9 mois que je suis là. J'ai une conviction, c'est qu'il faut qu'on prenne le temps de se reposer l'efficacité sur la question de l'efficacité de nos dispositifs d'accompagnement pour la rénovation énergétique. On a, nous, un dispositif à l'ADEME, la région fait quelque chose, certaines métropoles de la région font des choses, les départements qui ont aussi des capacités de travailler sur la précarité énergétique font des choses, et des opérateurs privés font des choses. La Poste veut s'occuper de rénovation énergétique et de précarité énergétique, nous avons la CDC. Donc voilà, tout ce beau monde, je pense, doit être réuni dans une initiative commune, et c'est ce que moi j'ai proposé à mon conseil d'administration la semaine dernière, et que j'espère qu'il sera validé par mes ministres de tutelle, François de Rugy en l'occurrence, parce que c'est un sujet sur la transition écologique et solidaire, c'est d'avoir une mission pour pouvoir aller voir l'ensemble de ces partenaires et savoir qu'est-ce qu'on est capable d'offrir aujourd'hui pour faire de la rénovation énergétique en quantité, il y a des ambitions qui ont été annoncées politiquement, 500 000 logements, mais surtout en qualité. Ce que nous, on voit depuis la fenêtre de l'ADEME, c'est qu'on fait pas mal de rénovations, mais on a un vrai sujet par rapport à la qualité de la rénovation qui est effectuée. On a très peu de gens, trop peu de gens, qui sont en capacité, par exemple, après des rénovations, en capacité de changer de classification dans les DPE. Vous savez, ces fameux diagnostics énergétiques. Et il faut qu'on remédie à ça. Et je pense que c'est un élément important aussi pour faire accepter la transition écologique. Si vous dites aux gens, faites des efforts, parfois il y a un petit reste à payer pour financer des travaux, améliorer votre confort, et que ça reste un slogan publicitaire et que la personne ne voit pas la différence, parce que quand elle revend son logement ou quand elle le fait passer un audit derrière pour vérifier, on se rend compte qu'on a très peu d'évolution, on est tous perdants, et je pense qu'il faut qu'on regarde ça avec un œil neuf, et je sais pouvoir compter sur le soutien de la région pour m'accompagner dans cette volonté de débroussailler, on a quelques mois pour le faire, et pour qu'on puisse présenter un dispositif innovant, j'espère, à la fin, au début de l'été, voilà, on va dire à la fin du printemps, début de l'été. On travaille ensemble aussi sur la mobilité, un sujet important qui nous relie aussi avec l'actualité. On a accepté, on est dans une région très très large, avec des départements ruraux, des zones périurbaines conséquentes. On a accepté pendant des décennies un étalement urbain qu'on paye aujourd'hui, qui n'a pas été toujours accompagné en termes d'offres et de construction de réseaux de transport en commun. Il ne faut pas se voiler la face, on ne fera pas des métros ou des tramways partout, donc il va falloir qu'on imagine des choses. Et là, je pense qu'on est sur 4 projets ensemble, avec l'appel d'offres French Mobilité, sur du covoiturage notamment, et je sais qu'il y a des départements qui s'impliquent avec nous, et j'en suis ravi, sur des choses un petit peu innovantes, et il faut qu'on aille dans ce sens-là, qu'on soit vraiment ouvert, et que nous on fasse aussi le travail, parce que parfois il va falloir qu'on discute nous-mêmes avec nos tutelles pour autoriser certaines entorses, parfois à la réglementation, avoir un droit d'expérimentation. Il faut qu'on pousse dans cette, dans cette direction-là. Alors je sais qu'on a quelques sujets aussi qui... J'étais venu récemment rencontrer le vice-président en charge, Didier Codorniou, sur les EMR flottants, donc je vais en parler. Nous, on est partenaires, soutien. Je pense qu'il y a un avenir pour cette technologie.
ces technologies. Parce que c'est aussi là un élément de faiblesse. Vous savez, on est encore dans une phase de choix de technologies. On a 4 technologies qui sont en test sur l'ensemble des façades françaises. Vous avez fait des choix ici en Occitanie. On vous accompagne. Et moi, je serai toujours à vos côtés pour qu'on aille plus loin sur ça. Après, il faut qu'on soit conscient de nos propres faiblesses. Et on vient de le voir. Je sais qu'il y a eu des lettres signées pour le président de la République sur ce sujet-là, sur cette ambition relative à la place de l'énergie offshore, qu'elle soit flottant ou posée pour les éoliennes. Il faut qu'on soit conscient de ce qui nous a été dit à nous quand on est allé essayer de voir et comprendre pourquoi on avait tant de difficultés à pousser ces technologies. Ça veut dire que là, il faut qu'on travaille ensemble aussi. La question de la structuration de la filière. Moi, c'est ce qu'on m'a dit dans les hautes arcanes parisiennes, me disant, mais il n'y a pas de filière, donc il n'y a pas d'emploi, laissons dérisquer, c'était ça le terme, ça fait très technique de dire ça, laissons les Coréens dérisquer et nous, on installera. Voilà un peu la logique qui prévaut parfois dans notre pays quand on parle de politique que certains veulent encore croire industrielle. Moi, je suis contre cette affaire-là et cette approche-là. Donc, on doit travailler ensemble. Démontrer la pertinence de cette filière, et je crois que là-dessus, on est raccord, et vous pouvez compter sur notre engagement, un engagement qui a été un petit peu discret, mais par exemple, aller se battre à Bruxelles pour obtenir les pré-notifications de ce qu'on est en train de faire. Vous savez, à ces fermes pilotes que vous allez avoir au large de vos côtes, il y a 3 mois, elles étaient encore plus en danger qu'elles le sont actuellement parce qu'on avait un tir de barrage de la Commission européenne qui ne comprenait pas le pourquoi de nos 4 technologies notamment. Donc il a fallu que l'ADEME aille à Bruxelles, expliquer, prendre le temps, mettre les choses sur la table, en expliquant que si on faisait ça, c'est parce que justement on avait une variété de topographie qui nous permettait, nous imposait de réfléchir différemment selon l'endroit d'où on parlait, de la Bretagne à l'Occitanie. On avait quelques sujets, notamment géographiques, qui nous imposaient de devoir réfléchir à différentes technologies. Donc tout ça est plutôt abouti et on sera en capacité, c'était la demande des investisseurs et des régions engagées, de commencer réellement les investissements d'ici janvier-février. Donc voilà sur ce calendrier, et en sachant que le combat reste, il va falloir qu'on démontre la pertinence, qu'on fasse des efforts pour faire tomber les coûts sur cette technologie. Je vous en parle d'autant plus facilement qu'hier, l'ADEME a présenté une étude, un scénario que je vous encourage à lire, très intéressant, d'optimisation économique par rapport à notre mix électrique. Avec, vous savez, ce fameux débat sur la place du nucléaire, fût-il existant ou nouveau, et avec un aspect important pour un salon comme celui d'aujourd'hui. Conclusion de notre étude économique, avec un comité de pilotage où il y a RTE, la DGEC, donc des gens plutôt responsables. Ce n'est pas un rapport d'une ONG qu'on a présenté hier, c'est une trajectoire économique. Ça ne veut rien dire que je n'ai pas dit que les ONG n'étaient pas responsables, ce n'est pas ce que je voulais dire. Non, mais vous savez, on a souvent, nous, beaucoup de personnes qui viennent toujours dire « mais bon, tout ça, c'est pas sérieux, nous, on est sérieux, on gère des entreprises qui font de l'énergie ». Sauf que là, on a quand même fait un travail de fond sur la stabilité des réseaux, sur la réalité économique de ce qu'on raconte, et c'est un scénario éprouvé. Donc, on a mis ça au cœur du débat, et c'est pas la vérité vraie, c'est simplement une pièce du débat. On doit prendre des décisions collectives d'ici 2021, notamment sur le prochaine génération de réacteurs nucléaires. Nous, on arrive avec une analyse économique. Si elle est à contredire, il faudra que les personnes mettent autant de volonté et de moyens aussi pour nous apporter des éléments qui permettront de nous faire une vraie opinion. Mais pour revenir sur les énergies renouvelables, ce qui est intéressant dans ce scénario d'optimisation économique, c'est les conclusions sur lesquelles on arrive. 85% en 2050 de pénétration des ENR en termes d'optimisation économique pure. 90 en 2060, et tout ça avec un élément très intéressant pour nous relier à notre discussion du départ sur le budget, la question de la fin du soutien public, donc pas par volonté politique, mais parce que plus de nécessité économique
du soutien économique sur les ENR en 2030-2035. Donc ça démontre ce qu'on dit depuis plusieurs années, la viabilité, la fiabilité, la force économique du secteur des ENR qui est représenté aujourd'hui ici en Occitanie. Ça, c'est un élément important d'ouverture, d'optimisme, et ce n'est pas très loin, 2050, c'est dans 30 ans. Et quand vous visez la neutralité carbone, ce qui est le projet aujourd'hui politique du gouvernement, neutralité carbone en 2050, eh bien, il va falloir quand même remonter ses manches et nouer ses chaussures assez fortement pour pouvoir vraiment aller sur ce chemin-là. Et donc, nous, on a fait ce choix d'aller jusqu'en 2050, pas par on va dire, plaisir et facilité, c'est que c'est le point de butée de la stratégie nationale bas carbone. Donc voilà, on parlait tout à l'heure des ENR, on va certainement parler de l'autoconsommation durant ces 2 jours. Nous, on y voit un élément important, on va parler de la véhicule électrique. Donc tout ça, vous savez, il va falloir nourrir, et je sais qu'on pourra y travailler ensemble, notamment via des partenariats aussi, qui seront infrarégionaux, avec des contrats d'objectifs de développement territorial qu'on promeut et qu'on pourra financer un petit peu plus à l'avenir, parce que vous savez qu'on a un instrument que vous connaissez, en tout cas pour beaucoup ici, qui s'appelle le Fonds Chaleur, qui est doté de manière conséquente cette fois-ci, plus 100 millions pour l'année 2019, un peu plus pour l'année 2020, et il va falloir qu'on puisse développer des projets. Donc vous savez, cette fameuse chaleur renouvelable, qui compte quand même pour 50% de notre consommation d'énergie dans le pays. Donc voilà, on m'a fait signe que j'avais encore 3 minutes. Je vais continuer. L'aspect de l'acceptabilité, parce que je sais qu'on a quelques sujets, notamment dès qu'on parle d'éoliennes terrestres. Je voulais vous en parler avant de conclure, parce qu'on a développé des choses ensemble. On essaye justement de mettre au cœur le citoyen pour lui faire comprendre, l'intérêt et l'enjeu d'une transition énergétique et écologique, parfois un intérêt aussi, un intéressement, si je pourrais dire, pécuniaire, pour qu'on puisse développer des éoliennes, c'est souvent le cas, ou des projets photovoltaïques citoyens et participatifs. On a travaillé sur un modèle avec la CDC, le Crédit Coopératif qui nous accompagne dans l'opération, et on y voit là quelque chose de très intéressant qu'il faudrait peut-être ouvrir aussi à d'autres formes de projets, notamment les gaz verts. Et là, c'est un appel aussi que je lance à la région Occitanie. À l'ADEME, on est fan du gaz vert. Fan du gaz vert parce qu'il nous permet de répondre à beaucoup de problèmes, qu'il faut qu'on soit là innovant. On a de l'expertise, de l'expérience, des retours d'expérience très positifs, notamment dans le transport de colis lourds, par rapport à des camions utilisant du bio-GNV. On a des capacités aussi, via une politique de suramortissement d'équipements, de faire basculer une partie du parc. Et il faut qu'on travaille sur ce sujet-là. On a des histoires territoriales à raconter ensemble, à travailler. On a un secteur agricole à fortifier, à accompagner dans une transition. Et je pense que ça fait partie des éléments qu'il faut qu'on puisse travailler ensemble. Donc, éolien, terrestre comme flottant, solaire, y compris thermique. Il faut qu'on y revienne. Je pense qu'on a un sujet très important. Gaz vert, voilà, je pense, un tiercé gagnant pour une équation territoriale intéressante, intelligente, et qui mettra la région Occitanie encore plus en avant concernant une trajectoire sûre de la transition écologique et qui répondra à la commande d'énergie positive pour le territoire. Merci beaucoup. Madame Langevin, à vous la parole. Comment? Tout de suite. Je sais pas, il te rappelle à l'ordre. Donc une petite... Mais viens Agnès, on devait l'annoncer à 2, c'est pour ça, moi j'ai... Non mais donc, pour revenir sur ce côté de participatif, je pense qu'on a quelque chose à vous annoncer. Donc Madame la vice-présidente.
Alors, vous le savez, depuis 2014, dans le cadre d'un partenariat très innovant entre la région Languedoc-Roussillon et l'ADEME, il y avait eu les premiers appels à projets énergie participative et citoyenne, un dispositif qu'on a bien sûr étendu à la nouvelle région Occitanie, que l'on a renforcé et qui rencontre vraiment un vif succès. C'est la raison pour laquelle, très cher Arnaud, vous avez décidé de tenir des premières assises nationales ici à Montpellier en décembre prochain à l'occasion d'Energaia, mais je te laisse peut-être détailler le périmètre de cet événement. Le périmètre, ça sera justement de réussir à travailler retour d'expérience par rapport à ce qu'on a pu faire. Est-ce qu'il faut accélérer? Qu'est-ce qu'il faut corriger également? Et on va essayer de mobiliser l'ensemble de la communauté autour de l'ADEME, à l'échelle régionale, avec un bilan carbone que j'espère relativement neutre, parce qu'on va essayer de faire des décrochages en région. Donc on va animer cette conférence depuis Montpellier avec une capacité, pour montrer aussi qu'on est en capacité d'organiser une vie démocratique et en tout cas participative dans ce style de débat sans que les gens doivent tous venir du fin fond de la France. Donc ça, c'est aussi une innovation qu'on va porter, j'espère, ensemble. Et on me dit qu'il faudra qu'on fasse peut-être attention aux dates, parce qu'il y aura peut-être un glissement. Donc, de facto, ça serait le jeudi suivant. Je ne sais pas. Non, mais je pour les dates pour l'instant. Non, mais autant comme ça, vous pouvez noter pour être sûr d'être là l'année prochaine. C'est ça l'idée. Quelle est la date alors? Tu la connais? Ah non, je ne sais pas encore. Mais un jeudi de décembre. Avec Energaia. Donc, on sera calé sur la semaine d'Energaia, en sachant qu'on prendra la dernière journée, quand les gens seront tous de bonne humeur. On aura fait beaucoup de projets solaires, photovoltaïques et gaz vert. On sera en capacité d'en rediscuter le lendemain de manière participative. Voilà. Merci. Merci. Merci encore. Alors, tu as raison d'insister sur la bonne humeur parce que, franchement, l'accompagnement des collectifs citoyens dans ces projets participatifs est vraiment quelque chose de très joyeux, de très sympathique, qui crée vraiment du lien. C'est la raison pour laquelle c'était une de mes premières promesses finalement que j'ai tenues, qui était d'introduire dans l'accompagnement de ces collectifs un petit forfait apéro. Parce que effectivement, ça demande pour les plus motivés et les personnes qui soutiennent vraiment le projet sur le long terme, c'est beaucoup de repas, de rencontres et de moments festifs. Donc, on retrouvera, j'en suis certaine, cette bonne humeur et cette pêche lors de cette journée nationale. Merci. Alors bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis vraiment très heureuse de vous voir aussi nombreuses et nombreux aujourd'hui. Je tiens à excuser la présidente Carole Delga qui n'a pas pu être parmi nous. Elle est mobilisée par une actualité assez compliquée ici en Occitanie, qui est peut-être moins visible que celle des Gilets jaunes, mais qui est la contestation, enfin en tout cas la mobilisation lycéenne avec à Toulouse et à Montpellier des confrontations et des violences assez importantes. Donc elle reste mobilisée à côté du préfet et de la rectrice pour être au plus près de cette crise. Donc en tout cas, vous le savez, vous connaissez sa détermination. Arnaud Leroy l'a rappelé, la région Occitanie s'est résolument engagée sur une trajectoire de région à énergie positive à l'horizon 2050, mais agit d'ores et déjà pour effectivement mettre en place, accélérer cette transition dans les territoires et pouvoir faire émerger et accompagner les solutions dont nous avons besoin. Donc Energaia, vous le savez, c'est le rendez-vous incontournable de l'énergie ici en Occitanie. Cette année s'annonce un cru exceptionnel puisque nous progressons encore
nombre d'exposants, 160 cette année. Nous attendons de nombreux visiteurs, 5000, 5500. Et c'est vraiment le signe du dynamisme de cette région, que ce soit au niveau, bien sûr, des acteurs économiques, des collectivités, des porteurs de projets, pour vraiment converger dans cette transition énergétique et écologique et offrir des réponses concrètes pour à la fois évidemment rénover les logements, réduire nos consommations énergétiques dans les secteurs que tu as cités, donc le bâtiment, les mobilités, mais aussi pour pouvoir développer ces énergies renouvelables. La région, vous le savez, est fortement compétitive, hein, puisque nous avons des gisements exceptionnels en termes de solaire, bien sûr, de vent, de biomasse, d'hydroélectricité. Et on le voit que finalement, alors ce que tu appelles un slogan, hein, d'être la première région à énergie positive, en tout cas une ambition forte, a vraiment permis aussi de mobiliser l'ensemble des acteurs, hein, des industriels, des énergéticiens, jusqu'aux collectifs citoyens pour vraiment converger ensemble dans ce projet qui est, tu l'as rappelé, avant tout un projet de territoire, mais qui est aussi un projet de société. Et là, je vous remercie. Je remercie donc les intervenants qui ont répondu favorablement à notre invitation, parce qu'il s'agit bien aussi d'inventer ce modèle de société, un modèle à la fois qui répond bien sûr à l'urgence climatique. Cet Energaia se déroule en même temps, vous le savez, que la COP24 en Pologne, qui est une COP24 déterminante, puisqu'il s'agit de mettre en œuvre et de traduire les engagements de l'accord de Paris vraiment de façon opérationnelle, avec ce rapport du GIEC dont vous connaissez les conclusions, à savoir qu'il nous sera très difficile de contenir la hausse des températures à 1,5 degré, avec cette urgence finalement à enclencher ces processus dans les 2-3 prochaines années pour éviter vraiment les catastrophes. L'actualité, tu l'as rappelé, c'est également les gilets jaunes, bien sûr, qui posent, de mon point de vue, vraiment une question fondamentale, qui est celle, bien sûr, de l'accompagnement de nos concitoyens dans la transition, qui pose la question de la justice sociale et qui pose aussi la question fiscale au sens à la fois du consentement à l'impôt, c'est-à-dire qu'il faut donner du sens à la fiscalité écologique, et pour donner du sens, il faut vraiment que les habitants des territoires voient un retour, voient des bénéfices extrêmement concrets dans leur vie quotidienne pour se chauffer, pour se déplacer, pour s'alimenter, pour aller travailler dans des conditions peut-être différentes. Et il faut également que les territoires des communes aux régions en passant par les EPCI puissent aussi travailler vraiment de façon beaucoup plus coopérative avec l'État, avec les ministères, avec les différents acteurs parisiens, je vais le dire comme ça. Et là, tu as souligné effectivement le partenariat de l'ADEME avec les territoires, et en particulier le partenariat de l'ADEME avec la région Occitanie, qui, je crois, est un partenariat exemplaire. Tu as rappelé à la fois l'engagement commun sur cette trajectoire de région à énergie positive, avec vraiment une co-construction à la fois du scénario, mais aussi des différentes études que nous avons pu mener, comme l'étude socio-économique qui traduit en termes de pouvoir d'achat, mais aussi de retombées économiques, les effets attendus de cette trajectoire. C'est aussi une participation à l'outil, à l'opérateur qui a été mis en place pour mettre en œuvre cette feuille de route
région à énergie positive, qui est l'Agence régionale de l'énergie et du climat, dont je salue le président Thierry Cotel qui est ici présent. Et c'est aussi ces dispositifs dont on a parlé, l'appel à projet énergie participative et citoyenne, l'appel à projet d'autoconsommation, puisque là aussi la région a la volonté vraiment de faire monter en compétences et en puissance, j'ai envie de dire, le modèle de l'autoconsommation, en particulier de l'autoconsommation collective, dont on attend la levée vraiment des freins. L'appel à projet NoWatt aussi, qui est un appel à projet qui vise à accompagner des rénovations ou des constructions de bâtiments exemplaires, mais dans tout le cycle de vie du bâtiment, hein, que ce soit du prélèvement des ressources et des matériaux jusqu'à la fin de vie du bâtiment avec le réemploi, le recyclage, avec un principe fondamental qui est celui de partir vraiment des besoins des usagers. Et donc une des innovations de cet appel à projet et sa marque de fabrique, c'est vraiment de pouvoir accompagner les maîtres d'ouvrage dans la maîtrise d'usage et donc associer les habitants à la définition du projet. Donc vous le voyez, c'est une marque forte de notre engagement ici en région, c'est toujours de placer le citoyen et l'usager au cœur de nos dispositifs. J'oublie certainement d'autres appels à projets que nous menons ensemble. Peut-être le dernier auquel je tiens particulièrement, qui consiste finalement à accompagner les collectivités, les élus locaux, les plus démunis, soit en moyens d'ingénierie, soit aussi en ressources financières, pour que vraiment ils puissent faire du projet énergétique un vrai projet de territoire, en mobilisant bien sûr l'ensemble des ressources du territoire, mais surtout en gardant la main, en inversant quelque peu le rapport de force entre un élu et les développeurs qui viennent démarcher ces communes pour finalement mettre en place des projets à la fois éoliens ou photovoltaïques ou autres d'ailleurs, et qu'ils puissent vraiment pouvoir de façon très indépendante, mais aussi en termes d'expertise, pouvoir définir le projet à la fois sur le lieu, sur la technologie utilisée, sur le modèle économique, est-ce qu'ils veulent associer des citoyens ou pas, les intégrations paysagères et surtout pouvoir donc mener un dialogue et une concertation de qualité avec les habitants de leur territoire, parce que on le voit bien, ici en Occitanie, mais comme ailleurs, on a beau avoir l'ambition politique, les moyens financiers dédiés, la motivation, reste que le temps d'émergence et de réalisation des projets, en particulier éoliens, est un temps qui est trop long au regard de l'urgence climatique, mais aussi de l'urgence sociale. Et il nous faut vraiment monter en compétences pour mieux articuler des enjeux de biodiversité, d'intégration paysagère, de proximité avec les habitants. Donc c'est un appel à projet dont on dévoilera les lauréats tout à l'heure, mais j'espère que c'est quelque chose qui va nous permettre vraiment d'accélérer la transition dans nos territoires. Je ne vais pas le faire plus long. Tu as parlé effectivement de l'éolien en mer. Il y aura donc demain matin un temps dédié à l'éolien flottant. Vous le savez, la région Occitanie accueillera en 2021 au large de Gruissant et du Barcarès-le-Cat 2 sites pilotes d'éoliens flottants. Vous savez également, la présidente Carole Delga s'en est fait l'écho, que nous sommes extrêmement déçus de ce qui a été annoncé, mais peut-être que demain, Laurent Michel viendra préciser ces annonces lors de cette table ronde. Nous avons été extrêmement déçus par les puissances annoncées en termes d'appel d'offres. Donc,
On espère vivement que cela pourra être corrigé parce que, tu l'as dit, nous voulons à la fois structurer une filière économique sur notre territoire, mais nous voulons aussi réussir et atteindre nos objectifs en termes de production d'énergie renouvelable et vraiment nous misons sur un passage, bien sûr, des pilotes vers des exploitations commerciales. Tu as parlé de l'étude que j'ai lue avec grand intérêt sur la trajectoire des coûts, notamment de l'électricité. Évidemment, je me réjouis de voir le modèle de l'EPR finalement pas du tout dans vos scénarios, pas du tout le modèle économiquement rentable. Le mix, en tout cas de 85% d'énergie renouvelable en 2050, correspond finalement à notre trajectoire région à énergie positive, même s'il est un peu en deçà. En 2028, qui est aussi le terme de la programmation pluriannuelle de l'énergie, nous sommes à peu près sur la même trajectoire que le national, à quelques pourcentages près. Mais on voit bien que planifier, c'est effectivement important pour mobiliser, mais il nous faut aussi répondre dès aujourd'hui aux attentes à la fois, bien sûr, des acteurs économiques, donc en termes de visibilité, mais aussi donc de nos concitoyens pour pouvoir vraiment prendre ce train aussi de la transition énergétique et écologique. Sur ce coût, évidemment, des énergies renouvelables, ce qui me paraît vraiment essentiel, et ce salon en est vraiment la démonstration, c'est qu'il faut qu'on arrive à consolider, bien sûr, des modèles technologiques, des modèles économiques aussi, de pouvoir expérimenter. Donc, nous sommes vraiment en région Occitanie preneurs vraiment d'expérimentation, de projets pilotes pour en éprouver évidemment l'efficacité, mais pour pouvoir aussi trouver des solutions et à essaimer et à répliquer sur le territoire. Tu as parlé du service public de l'efficacité énergétique de l'habitat. Pour nous, c'est vraiment un enjeu essentiel. Il faut, vous le savez, dans notre feuille de route, nous devons réduire de 40% la facture énergétique de la région dans un contexte de forte pression démographique. Chaque année, c'est 50 000 nouveaux habitants qui arrivent ici pour vivre en Occitanie. Nous devons, c'est ce que nous avons modélisé, nous devons atteindre très vite un rythme de croisière de rénovation de 52 000 à 70 000 logements par an. Et c'est vrai que pour l'heure, nous ne savons pas faire, nous ne savons pas massifier. Nous aidons bien sûr les particuliers avec l'éco-chèque notamment dans ces actes de rénovation, mais nous ne savons pas encore le faire à grande échelle, notamment au niveau des copropriétés. Et donc, je suis vraiment enthousiaste à l'idée qu'on travaille vraiment à cette question de la construction finalement d'un parcours de la rénovation pour l'ensemble des ménages, quelle que soit leur situation financière, et qu'on puisse vraiment accélérer cette rénovation de l'habitat dans une région où 13 à 14% des ménages sont en situation de grande précarité énergétique. Dans le modèle économique, en tout cas dans la trajectoire des coûts que vous avez dressée, il y a un élément qui me paraît aussi intéressant, c'est que dans votre modélisation, en 2030 pour le photovoltaïque et 2035 pour l'éolien, vous anticipez le fait qu'il n'y aura plus besoin de soutien financier de l'État. Et ça montre aussi que, contrairement à ce qu'on peut entendre notamment de certains lobbies, des gens très sérieux comme tu l'as fait remarquer, on peut aussi dégager vraiment
un nouveau modèle de l'énergie, un modèle décentralisé, des modèles de circuits courts avec l'autoconsommation et donc vraiment une appropriation citoyenne des questions énergétiques. Et ça, je pense que c'est de ce dont vous allez nous parler, chacun avec votre expérience, mais c'est aussi la question énergétique comme la question de l'alimentation. Pour moi, c'est vraiment le modèle de comment on reprend la main à la fois sur nos territoires, mais dans nos propres vies. En tout cas, je vous remercie et puis bon débat, bonne conférence et bons échanges. Alors, merci. Merci beaucoup.